Bienvenue de l'autre côté du tableau, le podcast qui donne la parole aux maîtres, maîtresses, profs. Bref, à tous ceux qui font l'éducation aujourd'hui. Parce qu'on se souvient encore de la maîtresse, grâce à qui on a réussi les divisions. Ou bien ce prof qui nous a fait adorer la physique, ou le français. Alors que franchement, c'était vraiment pas gagné. Ici, on inverse les rôles et on découvre les coulisses et les souvenirs que eux ont gardés. Je suis Valentine et j'ai toujours baigné dans le monde des profs. Alors, en hommage à eux, et surtout pour dévoiler les coulisses d'un métier qui représente bien plus de challenges que l'on peut imaginer, passons de l'autre côté du tableau. Dans la première partie de son témoignage, Emeline nous a raconté ses débuts dans l'enseignement spécialisé et son cheminement auprès des enfants autistes. Elle nous a partagé les défis, mais aussi les premières victoires qui l'ont convaincue qu'elle était faite pour ce métier. Dans cette deuxième partie du témoignage, elle va encore plus loin. Emeline nous parle des outils et des approches concrètes qu'elle utilise au quotidien pour accompagner ses enfants, mais aussi pour déterminer ceux qui ne sont pas diagnostiqués en milieu ordinaire, parce qu'il y en a beaucoup. Elle nous partage également son regard critique sur le manque de formation des enseignants en France, un enjeu majeur pour une inclusion réussie. Bonne écoute! Hello Emeline, alors tu nous parlais un petit peu des parents. Comment tu fais, toi, du coup, pour conserver ce lien de confiance que tu as avec eux? Je dirais quand même d'une façon très simple, quand on est là par choix dans ce métier-là, c'est qu'on a envie d'être là, montrer cette envie-là aux parents. Je trouve que c'est extrêmement important parce que il y a ce besoin de les rassurer qui est énorme et qui est complètement légitime. Voilà, je trouve que c'est vraiment rassurer un maximum à la rentrée sur la façon dont on va être présent, comment on va fonctionner, que ça soit extrêmement bien expliqué dans notre façon de faire. Et puis juste ce stade de communication, transmettre un maximum les informations pour qu'ils soient au courant de tout ce qui se passe dans la journée de leur enfant, de comment on envisage les choses, comment on va les travailler, et tout ça avec beaucoup de bienveillance. Toute personne, que ça soit une instite dans le milieu ordinaire ou dans le handicap, on se doit d'être bienveillant, c'est notre rôle aussi. Et je trouve que au contact du handicap, ça l'est encore plus parce que voilà, il y a une souffrance qui est très présente dans leur vie quotidienne à eux, dans la vie de l'enfant, mais dans la vie des parents aussi. Donc, faut prendre tous les éléments en compte et voilà, être le plus présent possible. C'est la plus belle des manières de le faire. Non, mais vraiment, voilà, ce partage d'informations. Est-ce que du coup, toi, tu mets des choses en place, par exemple des réunions avec les parents toutes les semaines ou des choses un petit peu... Oui, alors très régulière, effectivement. Nous, dans le dispositif d'autorégulation, on fait très très attention à ça, à être vraiment en contact tout le temps avec les familles. Voilà, nous, on a la chance d'avoir un téléphone professionnel, donc dès qu'il y a une information à communiquer qui est importante, on les a très vite au téléphone ou par message. J'ai 2 familles cette année qui viennent chercher les enfants, donc à la sortie, forcément, on discute. Hormis ça, de façon beaucoup plus formelle, effectivement, on met en place des réunions vraiment fréquentes. Réunion, donc soit avec le psychologue, les éducateurs et moi, et donc la famille, donc toujours tous ensemble, juste avec eux, avec les parents. Et puis après, on fait aussi une deuxième partie avec professeur principal. On faire aussi un point beaucoup plus, ciblé sur la classe, les apprentissages, vraiment un peu plus sur le point pédagogique. Mais oui, on fait ça régulièrement. C'est à leur demande. Voilà, s'il y a des besoins aussi, ça permet de faire le point avec eux, de cibler leurs attentes aussi à eux et les objectifs aussi que nous on va mettre en place et d'avoir un suivi très régulier et de faire évoluer les choses. Et puis dans le dispositif d'autorégulation, on a un projet individuel d'accompagnement, un tableau qu'on a rempli où il y a par tous les domaines des habiletés sociales, la communication, l'autodiscipline, la scolarité, etc. Dans ces tableaux-là, on a créé des objectifs et on explique par quels moyens on va y arriver. Donc ça va être comme travailler la gestion de conflits, voilà par exemple, parce que chez cet élève-là, c'est vraiment un truc compliqué et on définit les moyens. On va faire des jeux coopératifs avec d'autres élèves. Donc du coup, ce document-là, c'est un document officiel qu'on présente à la famille, qu'on fait signer par la famille, qu'ils en aient connaissance. Et puis fin d'année, on fait un bilan de quels objectifs ont été atteints. Puis voilà. Et donc, du coup, c'est ce genre de réunions-là aussi qui sont un peu institutionnelles, mais qui font partie des besoins aussi. C'est génial et c'est fou parce que justement, tu vois, en t'écoutant là, je me rends compte que c'est cet accompagnement au cas par cas que tous les profs disent, en fait, les solutions pour que ça se passe bien, pour ne pas créer de scission dans la classe, pour accompagner les élèves qui sont plus en difficulté, c'est le cas par cas. Bon, on peut pas le faire avec tous les élèves, évidemment. Oui, la grosse difficulté. Moi, je m'en rends compte encore plus aujourd'hui parce que, en gros, moi, ma mission cette année, vraiment, c'est de réadapter tous les supports pédagogiques. Donc, je suis un peu une aide en plus pour les enseignants, dans le sens où tous les enseignants, je les entends dire, mais je peux pas réadapter au cas par cas.
il y a une part de vérité. Ils ont quand même 25 élèves faciles. Ils ont des niveaux complètement différents, surtout au collège. Donc, ils ont pas le temps de faire une évaluation différente pour le petit Yanis, pour le petit Léo, etc. C'est vrai, il manque de temps. Ils ont pas le temps de faire tout ça. Mais il y a des évaluations qu'on peut adapter aussi pour plusieurs élèves. Et moi, par exemple, dans mon dispositif, c'est ça qui est chouette. Quand je réadapte les évaluations pour les élèves TSA, parfois, je fais plusieurs exemplaires parce que j'interviens en classe et je vois bien qu'il y a d'autres élèves qui sont en difficulté. Ce format-là pourrait les convenir aussi. Et l'autorégulation, c'est ça. Elle ne va pas servir que pour les élèves autistes. Toutes les stratégies d'autorégulation, elles peuvent être bénéfiques pour le reste de la classe. Bien sûr, ouais. Là où ce dispositif peut être vraiment super, si on le mène vraiment bien, ça peut servir et on peut déployer justement toutes les adaptations possibles. La différenciation, c'est compliqué, mais moi, je suis convaincue qu'on peut le faire quand même. Et c'est en travaillant aussi avec les enseignants, les partenariats des dispositifs qui sont en place au maximum qu'on peut rendre ça plus facile. Mais les enseignants ne sont pas forcément formés et n'ont pas toutes les stratégies de comment bien adapter. Et la grosse difficulté, elle est vraiment, vraiment, vraiment là. C'est la clé de tout. C'est la formation, du coup, tu dis que ce serait C'est potentiellement... complètement la formation. Alors moi, j'ai eu 3 jours de formation pour ce dispositif-là, sur qu'est-ce que c'est que l'autorégulation. Donc mes collègues éducateurs et psychologues, on a eu cette formation de 3 jours. Elle était proposée à tout le collège, mais parce que l'information n'a pas été suffisamment bien divulguée, parce qu'il y a eu aucun enseignant. Et du coup, on s'est bataillé toute l'année à faire valoir notre dispositif. Et en fait, c'est dommage parce qu'ils n'ont pas eu cette formation-là. Et du coup, après, ça râle. Parce que je sais pas comment adapter. Oui, mais nous, on n'est pas formés à ce handicap-là. Qu'on comprend. Et que franchement, moi, je trouve que c'est légitime de râler de leur part, vraiment. Et du coup, moi, fin d'année dernière, avec ma collègue Coordo Ulysse, parce qu'il y a un dispositif Ulysse, on s'est dit, en fait, c'est une vraie réalité où chaque enseignant n'arrive pas à réadapter les supports. Parfois, c'est pas vraiment qu'ils veulent pas, c'est qu'ils savent pas. On a fait une petite formation, nous-mêmes, où on a créé une vingtaine de situations, donc d'élèves autistes, d'élèves dyspraxiques, retard mental, etc. Et ces mises en situation-là, on les a laissées faire en autonomie pour tous les enseignants. À vous de trouver les stratégies de comment je réadapte par rapport à la situation donnée. Et ils ont été super contents de ça et ils se sont dit, mais là, on est en train de nous donner des billes concrètes. Donc oui, je visualise un petit peu plus ma façon de différencier avec ces élèves-là. Et surtout, c'est du pratique. Tu comprends comment tu peux arriver à gérer les différents niveaux, les différentes situations. Et c'est fou que ce soit vous qui faissiez ce genre de formation. Voilà, on en est là, mais moi je trouve ça limite bête d'en arriver là. Franchement, quand je dis que c'est nécessaire qu'on soit formé, mais je pense qu'en fait même dès le master devrait l'être. En fait, quand on arrive dans le milieu de l'enseignement, je pense qu'il y a quand même certains types de handicaps sur lesquels on doit être formé. Que c'est hyper important parce que moi quand je travaille dans le milieu ordinaire, j'en ai vu et j'ai eu un enfant autiste très sévère quand j'étais en maternelle. Moi, je l'ai repéré tout de suite parce que j'avais quelques connaissances sur ce handicap-là. Cet enfant-là n'était pas diagnostiqué. Et du coup, j'ai eu un élève en souffrance en permanence parce que lui, du coup, il arrivait dans ma classe, il me rejetait tous les meubles, il débranchait toutes les prises, ouvrir les fenêtres, passer par la fenêtre. Il prenait de la terre en cours de récréation. J'avais un robinet dans ma salle de maternelle, dans ma salle de classe. Il prenait des seaux d'eau. Il me mettait le seau d'eau par terre. Voilà. Et je me suis dit, moi, je sais qu'il est autiste, très bien. Sauf que moi, je sais pas comment on travaille avec ces enfants-là. Et si j'avais eu ne serait-ce que les 3 jours de formation quand j'ai été affectée dans ce milieu-là, j'aurais pu aider cet enfant. Au moins quelques petites choses, parce qu'on m'aurait donné beaucoup plus de stratégies et juste le fonctionnement d'un élève autiste. Je sais qu'ils ont besoin d'un certain cadre de répétition, de travailler beaucoup avec des outils visuels, etc. Bien sûr, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu te rappelles peut-être d'une réussite ou d'un souvenir qui t'a un peu marqué justement avec un enfant qui t'a touché? J'imagine qu'il y en a beaucoup dans ce milieu-là. Oui, c'est vrai que les souvenirs sont nombreux, mais je vais parler de le dispositif Ulysse où les enfants étaient gros troubles du comportement. J'ai un élève qui est arrivé en cours d'année, c'était le 10e élève, et lui pour le coup il y avait pas beaucoup de langage, très très peu. C'était plus des mots clés, mais il y avait vraiment très très peu de communication verbale. Et donc trouble du comportement énorme. Et comme il est arrivé en cours de route, il a découvert un fonctionnement qui n'était pas du tout le sien, complètement perdu au niveau du cadre spatio-temporel. Et lui, pareil, quoi. En fait, il m'a tout retourné tout le temps. Il y avait beaucoup de violence envers les autres élèves, envers lui-même et envers moi.
et les AESH. Donc on était vraiment roués de coups. Ils montaient sur les bancs, ils remontaient sur l'armoire, ils redescendaient, ils me mettaient des balayettes, enfin vraiment, mais Dangereux. en vrai, oui, il y a une vraie mise en danger en termes de sécurité. Moi, il m'a craché dessus, c'était son moyen de communiquer, voilà. Donc sur le coup, complètement démunie parce que en plus, on commençait à travailler enfin le cadre qui marchait bien pour les autres. Ça a tout déconstruit. Parce qu'en plus, du coup, comme c'était enfant autiste quand même sévère, les 9 autres, quand il y en a un qui fait n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Non, mais du coup, voilà, j'ai été un peu démunie sur le coup parce que je savais plus trop comment travailler les choses avec cet enfant-là. Parce que même dans la cour, il y avait vraiment une mise en danger avec aussi les autres élèves de l'école. Et finalement, grâce aussi à ma formatrice qui venait m'aider, me conseiller une fois par mois, elle m'a dit là, l'urgence de la situation, c'est de répéter à cet enfant-là les comportements qui sont attendus à l'école. On marchait par pictogramme. Dans la cour, j'avais un petit trousseau avec interdit de taper, interdit de mordre. Il avait cette petite image-là. Et au début, t'es démuni parce que tu lui montres, il s'en fout quoi, donc il fait complètement la même chose. Mais en fait, l'autisme, c'est ça, c'est beaucoup de répétition et de rappel des comportements, et les outils visuels sont extrêmement importants. Et en fait, au fur et à mesure de ça, de beaucoup d'autres outils qu'on a mis en place, il y a eu un vrai cadre qui s'est construit, et en fait, il y a eu un moment dans l'année où ça a switché, et tout ça, ça a fonctionné, et c'est devenu un ange, mais un ange vraiment tombé du ciel, extrêmement poli, il commençait à avoir de plus en plus la parole, et donc, voilà, il faisait me toquer comme ça sur l'épaule, dire maîtresse, l'autre camarade m'embête. Wow. Alors et 2 mois avant, il me crachait dessus. Qui faisait extrêmement bien ses devoirs, qui avait fait une progression énorme, alors que au tout début, c'était impossible de le mettre en inclusion. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait un super niveau et on a pu l'inclure dans les matières fondamentales, donc ça a été super. Et vraiment, mais d'une politesse et d'une gentillesse, je me suis dit, c'est pas le même enfant. Et c'est là où on se dit, on met des choses en place avec beaucoup de persévérance parce que c'est long. C'est très très long d'atteindre ces comportements-là. Mais on y vient, voilà, ça marche avec du temps, de la persévérance, beaucoup de frustration à certains moments parce que il y a aussi des choses qu'on fait qui fonctionnent pas toujours. Et les progrès sont vraiment longs. Mais quand ça fonctionne, c'est magique, quoi. Pareil, dans le dispositif dans lequel je suis, j'ai un élève, c'était principalement la gestion de l'émotion qui était très 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 compliquée. Il partait de très loin, beaucoup de colère, beaucoup de frustration, quelques petits problèmes de comportement au début de l'année dernière aussi où s'il n'était pas d'accord, il allait taper ses camarades parce qu'il faisait pas non plus la distinction entre le jeu et tout ça. Et aujourd'hui, c'est celui qui vient toquer pour nous dire voilà, on m'a embêté, je viens vous parler parce que je sais qu'aujourd'hui il faut prévenir l'adulte. Il va reprendre les autres élèves de mon dispositif en disant ah non, il ne faut pas que tu parles comme ça, ce n'est pas poli. Voilà. On voit des évolutions qui sont flagrantes et on se dit c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pour assister et pour participer à ça. Et on se dit, on est là pour viser leur autonomie et participer à leur bien-être et le plus possible. J'ai l'impression dans cette partie-là, c'est que toi, tu peux vraiment les suivre genre sur 3-4 ans en fait. Parce que c'est une classe sur l'intégralité de la primaire ou du collège par exemple. C'est vrai, en fait, quand moi je suis partie du dispositif Ulysse la première année, j'ai eu une frustration qui était énorme parce que on met tellement du temps à faire valoir cette continuité pédagogique-là et avoir une certaine évolution que on a envie de rester juste pour voir comment l'année d'après ça va fonctionner et voir les progrès et qu'il y a vraiment un accompagnement sur la durée. Quand on peut pas rester, c'est frustrant. Je comprends très bien. Et j'avais aussi justement sur la partie méthodo, alors donc tu as appris plein de choses effectivement au fur et à mesure des années. En 4-5 points, tu peux nous dire un petit peu comment justement quelle méthode tu as développée pour aider ces enfants autistes et c'est quoi en fait les fondamentaux, parce que typiquement si on a des enseignantes ou des enseignants qui se retrouvent avec des autistes qui sont non diagnostiqués, toi, qu'est-ce que tu conseillerais Comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est un handicap qui est très méconnu, malheureusement, de tous les enseignants. Moi, je sais que cette année, avec mes collègues, on a décidé de passer dans toutes les classes du collège pour sensibiliser les classes sur ce handicap-là. Ça permet aux élèves de savoir les caractéristiques communes de cet handicap-là. Les profs chez qui on intervient en sachent plus aussi. Je trouve que le plus important, c'est de savoir quand même un peu les gros points de ce handicap-là. On l'a dit tout à l'heure, c'est un spectre, c'est très large. Voilà, une personne autiste ne sera jamais la même qu'une autre, mais il y a quand même des fondamentaux, des caractéristiques qui sont communes. C'est un handicap qui va toucher essentiellement la gestion des émotions. Elles vont être quand même
vécues de façon beaucoup, beaucoup plus intense que nous, on peut les vivre. Ça va être tout ce qui va toucher aux codes sociaux. Ils ont pas forcément tous ces codes-là, tout ce qui va toucher aux normes. Nous, on sait que voilà, dans une salle de classe, on va pas baisser notre pantalon. Voilà, on le sait parce que on est dans un contexte précis, qu'il y a des règles, il y a un cadre, on le sait instinctivement. Eux, pas forcément. Quand je parle de code, ça va être ce genre de choses-là. Des élèves qui n'ont pas les codes peuvent aller faire un câlin à leur professeur. Tout ce qui est un peu codes sociaux. Après, ça va être essentiellement tout ce qui touche aux interactions sociales. La communication avec les pairs, elle est très compliquée dans le fait de maintenir un échange ou même juste de l'initier. Et tout ce qui va être du coup la réciprocité des échanges, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment. Quand on discute, tu vas souvent me poser la question du « et toi ?» Eux, ils peuvent partir en pleine conversation. C'est pas du tout qu'ils s'en fichent. C'est juste que au niveau cérébral, voilà, cette question de réciprocité, de comment on mène un échange avec quelqu'un, c'est des choses qui ne sont pas du tout automatiques. Okay. On dit souvent que les autistes manquent d'empathie. Oui, alors c'est le cas, mais on n'en fait pas non plus une généralité. Mais voilà, c'est quelque chose qui est pas non plus inné, sur lesquels on doit travailler. Donc voilà, interaction sociale, les codes sociaux, les émotions, tout ce qui touche à la sensorialité. Il va y avoir des déficiences. Bon, encore une fois, hein, au cas par cas. Au niveau de l'ouïe, c'est souvent le bruit quand même. Ils sont très très sujets au bruit. Ça les agresse énormément. Au niveau de la vue, ça peut être une lumière blanche qui toi ne va pas te déranger, mais eux du coup dans leur environnement c'est pas possible, ils vont se focaliser que sur ça. Au niveau du goût, les sensations sont pas les mêmes. Au niveau du toucher, c'est rare ils apprécient qu'on les touche. Et puis après au niveau de la matière, porter un manteau, porte pas. Tout ce qui est vraiment autour de la sensorialité, c'est énorme, c'est vraiment très vite touché. Et puis après il y a des choses qu'il faut quand même savoir. Les enfants autistes ont toujours des stéréotypies. En fait, les stéréotypies, c'est des gestes fonctionnels qui, eux, les permettent de se rassurer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans leur environnement. Quand ils font ça, qui les dérange, c'est pour canaliser et pour se canaliser, et ça les apaise. Les plus connus, c'est les balancements. Voilà, les mains en l'air, le flapping, c'est les plus connus. Après, il y en a des différentes. C'est les signes, en fait, pour détecter un potentiel trouble autistique. Qu'est-ce que tu leur recommanderais, du coup, typiquement, une gestion un peu de colère? Tu vois, un élève qui va balancer sa table, qui va s'énerver. En fait, c'est quoi la réaction qu'il faudrait avoir? Toujours essayer de comprendre. Et du coup, en ayant connaissance un peu du handicap, tu vois, on parlait de la lumière, du bruit, etc. En fait, ces comportements-là, ils sont forcément déclenchés par quelque chose dans l'environnement qui se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas pour eux. Il y a quelque chose qui les dérange. Donc, essayer de communiquer un maximum avec cet élève-là pour comprendre ce qui a pu déclencher le comportement. Et après, voir ce qu'on peut en faire, comment on peut l'apaiser. Je reviens sur une des dernières caractéristiques communes de ce handicap-là. On dit que les enfants autistes ont des intérêts restreints. Moi, par exemple, dans la vie, j'aime le voyage, j'aime la musique, j'adore écrire. J'en ai plein, des choses à citer. Eux, ils en ont très très peu. Parfois, c'est juste un intérêt qu'ils peuvent avoir. Mais alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être les tours. Souvent, on dit que c'est les trains. C'est vrai, il y en a beaucoup, c'est les trains. Moi, j'ai un de mes élèves, c'est les tours. Comme j'ai un autre élève, ça peut être un bouchon. Avoir un bouchon dans la main en permanence, voilà, c'est vraiment très varié. Et du coup, je dirais que d'abord cibler le comportement par quoi il a été déclenché, toujours voilà, trouver quelque chose après sur lequel se raccrocher. Donc si c'est un intérêt restreint qui peut être utile, on peut utiliser je sais pas, il adore les livres, proposer un livre pour que vraiment la charge émotionnelle s'apaise. Et après, ça c'est pas forcément à disposition de toutes les écoles et des moyens, mais ils sont très sensoriels. Donc nous, on a par exemple beaucoup de petits objets. Ça, manipuler quelque chose, ça peut les aider. Ou alors sortir 2 minutes, voilà. C'est tellement du cas par cas. Les besoins sont vraiment individuels. Moi, tu vois, mes 3 élèves qui sont dans mon dispositif, la gestion de la colère, par exemple, des émotions, elle est complètement différente chez les 3. Moi, je dirais juste bien les connaître et toujours être dans la communication et l'explication. C'est besoin de, ok, j'ai vu que tu étais en colère. Je comprends que c'est à cause de ça et je comprends que toi tu as ressenti ça, tu as le droit d'être en colère. Par contre, tu ne peux pas agir de cette façon-là dans ce contexte. On peut essayer d'agir ensemble, moi je veux bien t'aider, mais ça, retourner la salle, c'est pas possible. Donc après voilà, il y a 1000 stratégies, mais si on a si peu de moyens, c'est vraiment par l'explication et la guidance verbale au maximum. Donc, ça serait de l'isoler potentiellement, de parler de manière calme, sans flamme, sans trop de bruit, et de se dire, ok, très clair. Vraiment, voilà, cibler toujours la raison, cause du comportement. On travaille, nous, beaucoup sur ça. C'est le système ABA, on appelle ça. Bon, c'est encore
un autre truc, mais on a des fiches de comportement, tu vois, par exemple, où on va quantifier qu'est-ce qui a déclenché le comportement, qu'est-ce qui se passe, comment ça se manifeste, quelle est la conséquence. Quand on met ça sur des tableaux, ça nous permet aussi de voir si c'est très répétitif, si c'est à des fréquences vraiment particulières dans des contextes qui sont toujours les mêmes, ou alors c'est vraiment très ponctuel et il y a eu un événement qui fait que. Mais du coup, ça peut permettre aussi de savoir, en fait, c'est toujours au même moment. Je comprends qu'en fait, c'est cet événement-là qui va le faire partir en crise complète. Et après, nous, on peut essayer d'atténuer et d'anticiper. Comment après on peut anticiper et ou alors faire en sorte que ça n'arrive pas non plus, quoi. Ouais, et tout ça, en plus, t'apprends sur le tas, en fait. C'est le jeu, mais c'est extrêmement enrichissant, comme c'est aussi beaucoup d'informations. Et parfois, on n'a pas la réponse à tout, hein. Enfin, je veux dire, on apprend tous les jours. Moi, il y a encore des cas où, sur le quotidien, j'ai un petit temps de réflexion où je me dis, là, dans cette situation-là, je ne sais pas trop comment agir. Et puis, on trouve avec le temps. Et puis, en fait, on teste aussi. On n'a pas réponse à tout. Faut tâtonner, faut essayer. Et c'est un conseil que je donnerais, du coup, aux enseignants, c'est que, surtout dans le monde de l'autisme où il n'y a pas une réponse exacte. Faut essayer plein de choses jusqu'à découvrir un outil qui fonctionne vraiment bien avec cet élève-là. Après, ça peut décoller et c'est là que c'est vraiment chouette. C'est génial. Merci beaucoup, Emeline, pour tout ça. Et est-ce que j'ai une dernière petite question pour toi? Si toi, tu pouvais changer une chose, justement, dans l'accompagnement des enfants autistes aujourd'hui, ce serait quoi? Et en fait, comment l'éducation nationale ou alors d'autres structures pourraient remédier à tout ça en essayant d'améliorer les choses? La formation. Moi, je reste bloquée là-dessus, mais pour moi, c'est le truc principal. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'enseignants qui râlent, mais aussi pour les bonnes raisons, comme on l'a dit tout à l'heure. Bien sûr. Si on n'est pas formé, on ne peut pas les accompagner. Tant qu'on n'a pas toutes les connaissances, on peut pas inventer clé en main la façon dont il faut accompagner. Parce que on l'a dit, il y a des façons d'agir très précises avec ces enfants-là. Si on est dans la méconnaissance de ce handicap-là, on va ramer et en fait, on va faire des trucs qui sont en plus pas du tout adaptés. Je te donne un exemple, mais dans l'autisme, on dit souvent que la sanction, on l'évite complètement. Quand on est dans le milieu de l'enseignement, instinctivement, oui, il y a des problèmes de comportement et du coup, on prend le problème aussi un peu à l'envers. Enfin, voilà, il y a mille choses, mais je me dis, il y a tellement, encore une fois, des profils qui sont pas diagnostiqués et qui, malheureusement, foutent, c'est horrible à dire, hein, mais foutent une classe en l'air. C'est pas de leur faute, hein, ces enfants-là, ils sont en souffrance. Mais du coup, les enseignants, ils sont complètement démunis. Et donc, le jour où on aura une formation initiale et suffisante, on aura bien avancé sur l'accompagnement qu'il faut avoir. Ça répondra à beaucoup de questions. Pour les élèves, pour les enseignants, ça sera bien bénéfique. Il y a mille choses que j'aimerais changer parce que l'inclusion, c'est un grand mot, hein, c'est un très beau mot, mais il y a la réalité du terrain aussi. L'inclusion a ses limites, malheureusement aussi parce que on manque de moyens, on manque de place. On est extrêmement en retard en France dans le milieu du handicap, pas forcément que dans l'autisme, hein. Quand je vois le nombre de structures qui ne peuvent plus accueillir d'enfants, malheureusement, il y a des dispositifs qui deviennent, c'est horrible ce que je veux dire, hein, mais un peu un fourre-tout des profils. On se retrouve avec des profils qui ne sont pas adaptés au dispositif parce qu'on manque de place ailleurs. La tension, elle monte aussi de tous les côtés parce que quand on a des profils qui sont pas adaptés, mais dont on doit s'occuper quand même parce que l'école est obligatoire, on les accompagne mais mal parce que c'est pas ce type de profil-là qu'on devait gérer. L'accompagnement n'est pas le même et n'est pas le bon. Mais ce qu'il faut, c'est que, comme tu dis, l'autisme, c'est que c'est relié en fait à la santé. En tout cas, le corps médical, ils ont une approche qui est totalement différente, alors que finalement, ça devrait être le même cas. C'est que, ah non, tu te fais pas opérer par, je sais pas, quelqu'un qui a sa première année de médecine et qui n'a pas de formation. Tout à fait, justement. Et c'est que toi, on te met quand même en condition, alors que, en fait, t'as pas les outils, tu sais pas comment tu vas opérer, en fait. Et je trouve ça fou de se dire que, en plus, dans l'éducation nationale, c'est que on met les juniors en ligne de front. Certains n'ont rien demandé, ils s'y retrouvent, ils sont pas formés, ils ont pas envie d'être là. Dans ces moments-là, évidemment. Je reviens sur ce que je disais au début où il y avait 15 personnes à peu près dans la circo qui n'étaient pas là donc par choix, on n'était que deux là par choix. Je sais que beaucoup sont restés quand même parce que ça fait très très peur au début. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est un deuxième métier, hein. C'est vraiment pas le même que professeur des écoles. Et du coup, il y a quand même vraiment moyen de s'éclater. Et quand on est formé,
il y en a beaucoup qui prennent quand même goût et qui restent. Donc, je me bats pour ça. Oui, ça vaut le coup. En tout cas, ça vaut vraiment le coup. Quand on donne les moyens pour, c'est un métier extraordinaire et très diversifié et très, très enrichissant. C'est juste qu'on a besoin de un peu plus de moyens et de présence pour nous aider à être formés et à travailler bien correctement pour nous et pour les enfants. Et même sur la partie inclusion, comme tu dis, je suis totalement d'accord sur le fait de dire c'est super, justement, d'inclure les élèves qui ont le potentiel et quand on met les moyens derrière pour les inclure au mieux dans le parcours un peu classique. Mais je suis totalement d'accord aussi avec le fait que c'est bien de distinguer ceux qui ont des déficits ou non, en fait. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi, comme tu dis, il y a pas mal de fourre-tout et c'est à tort. Faut quand même qu'on se rappelle vraiment l'inclusion à ses limites, quoi, parce que entre les profils qui sont pas forcément les bons, qui correspondent pas forcément, il y a aussi, faut le dire, côté enseignant, il y en a qui ont pas envie d'inclure, hein, aussi. Enfin, l'inclusion, c'est l'utopie, qui ont pas envie parce que j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de m'investir autant pour un seul élève, etc. Mais oui, c'est un très, très beau métier, mais c'est compliqué et faut que on soit très réaliste avec ça. Ça serait vraiment utopique de dire que c'est tout beau, tout rose. Ça ne l'est pas. Il y a vraiment des moments très compliqués dans cette branche. Et quand on se lance là-dedans, faut en avoir vraiment conscience. Je trouve qu'il faut avoir les épaules aussi pour le faire. C'est ce que j'allais te demander aussi au niveau toi mental. Comment t'arrives à gérer tout ça et à bien dissocier ta vie pro, ta vie perso? Je suis très investie, parfois un peu trop. Je travaille encore beaucoup sur ça. Je pense qu'il y a forcément tout le côté un peu émotionnel, quoi. On s'attache forcément énormément à nos élèves. Voilà, que ce soit le milieu ordinaire ou pas. Hein. D'ailleurs, je pense que quand on fait son métier-là, on s'attache. Comme on disait tout à l'heure, on connaît les situations des familles. Il y a des familles qui se confient parfois beaucoup sur leurs difficultés. Les enfants, quand on voit qu'ils sont en souffrance, qu'il y a des choses qui décollent pas, des comportements de problèmes qui peuvent arriver au fur et à mesure, etc. C'est une charge. Mais après, faut avoir cette distance-là, où dans le sens, c'est un métier extraordinaire et qui est dans l'humain, donc on adore ça. Mais nous aussi, on a une vie à côté. Donc, je trouve que chez les enseignants, on a cette tendance à être surinvesti parfois et à se focus que sur nos métiers. Faut pas s'oublier non plus, comme dans tout autre métier. Hein, la santé mentale est extrêmement importante, mais la distance, elle se fait parce que voilà, faut avoir confiance qu'il y a le travail et puis il y a la vie à côté. Et puis aussi, faut pas trop s'investir dans le sens où faut se limiter avec les parents, par exemple. Moi, avant mes premières années, les parents m'appelaient le week-end, le mercredi, ça me dérangeait pas. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais non, parce qu'en fait, on donne aussi trop de liberté, pas de cadre, pas de distance. Et c'est dans ces moments-là où aussi on prend un peu trop sur nous après. Et il faut pas tomber dans ce schéma-là. Un grand, grand merci pour tout ça. Oh, intéressant. Tant mieux, ça me fait plaisir que tu me dises ça. J'espère que ça pourra servir. Exactement. Je pense que ça va donner une inspiration à beaucoup parce que c'est quand même un sacré beau métier et effectivement, il y a beaucoup de combats à mener, je dirais. Et je pense que dans tous les podcasts que tu fais, ça montre aussi beaucoup de réalité, donc c'est important parce que on a beaucoup de clichés sur le monde de l'enseignement. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. C'est vraiment, vraiment chouette que tu puisses faire entendre ça à tous ceux qui l'écouteront. Ce qu'on retient, c'est que chaque enfant, avec ses spécificités, peut progresser grâce à des outils adaptés et une vraie bienveillance. Mais ce qu'Emeline nous rappelle aussi, c'est que la clé de l'inclusion réside dans une meilleure formation des enseignants et un accompagnement sur la durée. Tant que ces lacunes ne seront pas comblées, l'inclusion restera un défi immense. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le noter ou à le partager sur votre plateforme d'écoute. Et à très bientôt pour un nouveau témoignage.